Vous faites bien de choisir Espace TV pour vous informer. Bonsoir, bienvenue à tous. Les titres du journal. Au sommaire, des rues et concessions ont encore été inondées suite à la forte averse qui s'est abattue ce vendredi sur Conakry. De Bonfi à la minière en passant par Dixine-Bora, des citoyens accusent les travaux en cours sur les routes qui empêchent donc la circulation normale des eaux usées. La boîte de conserve de marque Oderich est bien propre à la consommation et ne saurait être la cause de la mort de M. Sangaré, décès survenu au quartier d'Abondi. C'est du moins ce que révèlent les résultats de l'autopsie réalisée sur des échantillons par l'Office national de contrôle de qualité. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Je vous le disais au sommaire, à peine tombées, les premières pluies font de nouveaux dégâts dans des quartiers de Conakry. Ce vendredi, encore plusieurs concessions ont été envahies par des vagues d'eau usée. C'est le cas à Afia Minière dans la commune de Dixine et Bonfi dans la commune de Matam. L'arrêt des travaux routiers en cours expliquerait donc ces inondations. C'est un constat de Ali Badara Kamara et Ali Ouba. Voici le quartier Afia Minière dans la commune de Dixine. Près des rails, la construction d'un canal d'évacuation d'eau usée peine à arriver à terme. Démarré il y a quelques mois, les riverains payent le frais de l'inachèvement des travaux. Dans la journée de ce vendredi encore, plusieurs concessions ont été submergées d'eau dans le quartier Afia 1. Ce canal de 2 mètres de profondeur est depuis longtemps abandonné par des entreprises en charge des travaux. Avec les moyens rudimentaires, les jeunes s'activent à trouver d'autres mesures pour minimiser les dégâts. Avec les grands caniveaux que la société Enabel a donné à une société guinéenne du nom de EGTC, Entreprise Générale de Construction, des travaux de construction qui est en train de travailler dans un délai de 6 mois, mais ils n'ont pas respecté la clause et la société est partie jusqu'au 13e mois et tous les travaux sont arrêtés. À quelques mètres de là, le même projet s'étend dans le quartier Afia Minière. Ici, les habitants vivent cette triste réalité depuis des mois, suite à l'arrêt des travaux. Ils exigent que les travaux se terminent avant les fortes pluies. Si rien n'est fait, il y aura des morts, ça je vous le dis, des maladies et tout ça. Regardez, vous pouvez voir. La saleté, là, on ne peut pas vivre dans ça. L'être humain ne peut pas, c'est impossible. Or, il y a beaucoup d'enfants ici, on est devant une école, il y a une autre école là-bas. Il y a des enfants. Et quand vous voyez les fers courbés là, c'est les jeunes qui ont fait ça. Ils ont laissé tout ça, pointé tout droit. Ici, c'est une garderie. Nous demandons de l'aide. Au cas contraire, nous sommes obligés de fermer. À Bonfi aussi, certaines familles enregistrent déjà des dégâts des premières pluies. Dans cette concession, plusieurs appareils ont été endommagés. Pas d'accès à ces bâtiments et les habitants sont exposés à d'autres dangers. Avant, l'eau coulait facilement. Mais avec cette construction, l'évacuation devient de plus en plus difficile. Vous voyez, nous sommes exposés au danger. Heureusement, il n'y a pas d'électricité. Pour le moment, les cris de détresse de ces familles exposées n'ont pas atteint les oreilles des décideurs pour une éventuelle solution. Le même constat a été fait à Dixine-Bora, dans la commune du même nom, les citoyens pointant un doigt accusateur sur les travaux de réalisation des caniveaux par une entreprise chinoise. Mohamed Valek Touré, appelé Camara. Les grandes pluies ont commencé à tomber. Dixine-Bora renoue progressivement avec le même calvaire qu'il vit depuis plusieurs saisons. Eau stagnante, moustiques, maladies tropicales ou de toute autre nature, les citoyens ne sont jamais à l'abri. L'eau peut parfois envahir toutes nos maisons.
Ces caniveaux ont fait assez de dégâts. Plus de 2 motos sont restées dans ce caniveau en compagnie d'une femme en état de famille. C'est bien vrai parce qu'avec chaque saison des pluies, nous rencontrons des difficultés. Nous avons ces problèmes, mais citoyens souffrent. Une fois certains se sont révoltés contre nous les chefs parce que ces caniveaux nous créent assez de problèmes. Nous sommes allés voir les Chinois qui font ces travaux. Ils nous disent de s'attaquer à l'État. J'ai pris l'État de nous aider à avoir des machines pour curer ces caniveaux. De grands caniveaux ont été creusés. L'entreprise en charge des travaux ne les a pas couverts et ignore certainement les risques que les habitants et surtout les enfants peuvent encourir. La mairie nous a dit qu'ils n'ont pas de budget pour ça. On a dit, bon maintenant, même si vous n'avez pas de budget, mais vous pouvez nous aider, vous pouvez vous aussi écrire pour remonter les informations. Mais le dossier est resté comme ça, stand-by. Donc maintenant, quand les Chinois sont venus, on a dit aux Chinois, ah, vous êtes venus jusqu'ici, vous ne pouvez pas faire le truc et puis mettre le mur pour bloquer, pour ne pas que les gens qui passent de l'autre côté arrivent à voir ce qui se passe à Liberté ici. Il dit non, vous ne pouvez pas faire ça. La construction de ce pont devrait pourtant éviter à ce quartier les inondations qu'il a toujours connues. Mais au regard des premiers dégâts constatés, les travaux ne semblent résoudre tout le problème. Les jeunes de Dixine ont démarché auprès des autorités en vue de trouver une solution définitive en vain. Le même cauchemar tous les ans. Il faut pouvoir anticiper la crise. Les autorités locales demandent des moyens logistiques pour faire face à ce calvaire. Triste réalité. Autre actualité de cette édition, en tournée à l'intérieur du pays, la ministre de l'Énergie a officiellement lancé les groupes électrogènes offerts par le chef de l'État en 2019 à la population de Kankan, un geste qui s'inscrit, selon Bountrabi Yatara, dans l'objectif du président d'accroître la capacité de production électrique en Haute-Guinée. Dans la foulée, elle a promis également la venue très prochaine dans le Nabaya d'un groupe de gaz d'une capacité de 20 MW. Alpha Omar Koïta, notre correspondant régional, était sur cette trace pour nous. Suivez. La centrale thermique de Kankan. Ici, la ministre de l'Énergie, accompagnée de son homologue de l'administration du territoire et de la décentralisation, du gouverneur et du préfet de Kankan, a procédé ce dimanche au lancement officiel des 14 groupes électrogènes d'une capacité totale de 14 MW, offerts par le chef de l'État. Soucieux du bien-être de la population guinéenne de façon générale et celle de la région de Kankan en particulier, le président de la République, professeur Alpha Condé, dans l'objectif d'accroître la capacité de production électrique, vient encore donner du sourire aux citoyens de la ville de Kankan, que je vous demande d'applaudir s'il vous plaît. Dans son élan de desservir entièrement la ville en courant électrique, Buntura Biatara annonce la venue d'un autre groupe de 20 MW. J'ai le plaisir également de vous annoncer avec la plus grande satisfaction l'arrivée très prochaine d'une nouvelle centrale d'une puissance de 20 MW pour la ville de Kankan. D'ailleurs, je peux vous annoncer que les premiers équipements de ce groupe ont commencé à arriver à Conakry. Au nom de la population, le général Bourema Condé a tout d'abord remercié le chef de l'État pour ce geste destiné à sa ville natale avant d'inviter cette dernière au paiement régulier de ses factures. Je voudrais, m'adressant aux laborieuses populations de Kankan, le courant est une denrée rare et chère. Pour l'avoir à sa satisfaction, il faut débourser de l'argent, il faut payer les factures. Ces 14 groupes électrogènes de 14 MW viennent s'ajouter à 8 autres qui alimentaient la ville de Kankan, ce qui pourrait être désormais un offre de soulagement pour les habitants de la cité de la Fantamadi Chérif. Ce, même si la plupart des quartiers périphériques de la commune urbaine restent encore privés des services de l'EDG.
Et pendant ce temps, la Fondation Énergie pour le Monde inaugure le projet Petite électricité hybride en Guinée. Et c'est la sous-préfecture de Kouramangui qui a bénéficié d'une petite centrale solaire. L'idée est d'améliorer les conditions de vie des populations en leur facilitant l'accès à l'électricité. La cérémonie s'est déroulée conjointement à Conakry et à Kouramangui dans la préfecture de la baie. Alseni Bari, Alseni Kamara. Ce projet intitulé Petite électricité hybride en Guinée a été conduit à Kouramangui, dans la région de l'Abbé. Il consiste à apporter de l'électricité à plus de 3000 personnes avec des petites centrales solaires d'une capacité de 75 kW crête. Mais avec le besoin, il est possible d'augmenter les panneaux solaires. Pour le moment, 3 villages ont été électrifiés. 10 autres devront suivre pour le prochain programme. On ne s'est pas contenté de mettre des panneaux solaires. On a suscité la création d'une petite société qui s'appelle BDK et qui gère les factures, qui gère l'entretien des panneaux solaires et puis qui essaye de faire monter le nombre d'abonnements. Pour le moment, on a un projet autour de Kouramangui. On a un deuxième projet, c'est 10 communes jusqu'à la frontière quasiment au nord. Et puis le ministère hier m'a demandé de m'intéresser à la pico-hydraulique dans le sud du pays. Ce projet de la Fondation Énergie pour le Monde est d'une importance capitale pour les communautés de Kouramangui et les villages environnants. L'école, la clinique, les commerces et même les foyers sont électrifiés. Pour des villages reculés tels que celui-là, vous allez par un projet comme celui que vous avez suivi avoir 300 familles qui ont de l'énergie propre, c'est très important, pas un groupe électrogène mais de l'énergie propre. Vous allez avoir donc 3000 personnes qui se retrouvent en moyenne avec de l'énergie. Vous avez vu que ça a créé des emplois, que ça a désenclavé la zone et le tout dans une dynamique très positive pour le village, pour la région. Le projet a été financé par le Fonds français pour l'environnement mondial et plusieurs autres partenaires à hauteur de 1 800 000 €. La Fondation Énergie pour le Monde envisage de le faire dans plusieurs autres communes. Le groupe Sonoco, à travers Nestlé, met à la disposition des consommateurs un nouveau format de Nescafé. C'est le sachet d'1,5 g, une stratégie pour répondre aux sollicitations des clients en fonction de leur pouvoir d'achat. Mamadou Kalisso et Alseni Kamara signent donc ce public reportage. Commencez votre journée avec une tasse de Nescafé d'1,5 g. Ça ne coûte pas cher. C'est à 500 francs seulement le sachet. Chaque jour, il peut commencer avec le 1,5, au milieu de la journée le 1,5 et à la fin de la journée le 1,5. Il aura ces 3 tasses dans la journée qui puissent faire de lui un bon consommateur de café. C'est le nouveau format de Nescafé. Ce choix est fait pour répondre aux besoins des consommateurs tout en tenant compte de leur pouvoir d'achat. C'est une manière pour nous de s'aligner sur la demande des consommateurs afin que le nombre de consommateurs de Nescafé puisse augmenter de plus et faire beaucoup plus de business. Parce qu'un businessman, c'est celui qui s'adapte aux réalités du marché aussi. La quantité a baissé, mais la qualité reste intacte. C'est du 100% naturel. Des stratégies sont mises en place pour informer et sensibiliser le public sur le produit. Le face-to-face qu'on va organiser avec les consommateurs dans les points de consommation, c'est dans les universités, c'est dans les gares voitures, mais aussi c'est dans la rue en train de faire des dégustations, faire comprendre aux consommateurs que le nouveau stick est à 500 francs. De lundi prochain, des équipes prendront d'assaut le Grand Conakry pour ventiler les produits. Ensuite, le cap sera mis sur l'intérieur du pays. Je vous le disais au sommaire, quoique attendu depuis longtemps, les résultats de l'autopsie de la boîte de conserve de la marque Oderich, suspectée comme cause de la mort du sieur Sangaré, sont enfin disponibles. Heureusement, le produit animalier n'était pas empoisonné. Il n'est pas responsable donc de la mort du père de famille Sangaré au quartier d'Abodi. Que s'est-il réellement passé? C'est un dossier suivi par Justin Leno et Abou Koria Kourma. Il a fallu 2 mois
2 mois d'enquête alimentaire dans 3 principaux laboratoires d'analyse parfois contradictoires entre Dakar et Conakry pour enfin connaître la vérité. La boîte de conserve de la marque Oderich n'était pas empoisonnée comme l'avait imaginé la famille du défunt Sangaré, l'un de ceux qui avait consommé le produit animalier et qui a rendu l'âme quelques heures plus tard. Par esprit de solidarité, nous avons engagé une enquête alimentaire. Une enquête alimentaire qui nous a amené, n'est-ce pas, à avoir 2 résultats techniques. Dans cette affaire, la famille de la victime s'est montrée étrange, disons très étrange, poursuit Mohamed Kadiatou Silla pour des raisons que l'ONCQ et le service vétérinaire de l'élevage ignorent. Ils n'ont jamais réussi à obtenir le reste du plat suspecté pour des analyses profondes. La famille n'a pas accepté de le mettre à la disposition des enquêteurs. Les échantillons indemnes qui ont été à la base de la consommation n'ont pas été trouvés par nos services techniques. Toutefois, ce sont des échantillons des 1248 autres cartons de la boîte Oderich qui étaient encore en stock, qui ont été utilisés pour l'autopsie. Et donc ces 2 résultats nous ont montré que le produit est de qualité satisfaisante, donc apte à la consommation. L'affaire avait pourtant fait la une des journaux du pays et le propriétaire de la marque Oderich avait même été interdit de revendre et d'importer la marchandise. Prendre un cas isolé et dire que c'était le cornambeuf Oderich sans aucune analyse, sans l'avis des médecins, c'était prématuré et ça nous a vraiment fait mal. L'Union des consommateurs de Guinée, qui a appris que les résultats de l'autopsie ne sont pas suspects ni compromettants, se réjouit et interpelle les consommateurs de Guinée. À la base, vérifiez toujours la date de préemption d'un produit avant de l'acheter, mais aussi ne cédez jamais, on va dire, à l'émotion. L'Office national de contrôle de qualité vient d'être situé davantage à quel point ces actions sont attendues. Autre actualité de cette édition, l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée a tenu hier jeudi son congrès électif pour le renouvellement de son bureau exécutif. Le nouveau bureau élu dispose d'un mandat de 5 ans. Présidé par Elaja Fereboli Donzo, le bureau promet de garantir et de défendre les intérêts exclusifs des transporteurs guinéens. Idrissa Bari et Mohamed Al-Husseini Kamara pour le compte-rendu. Il préside désormais les destinées de l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée pour les 5 prochaines années. Elaja Fereboli Donzo a été élu à l'issue du congrès électif de cette union tenu ce jeudi à Conakry. Parmi les priorités du nouveau président de l'UNTRG, le renouvellement du parc automobile du pays, surtout celui des transports en commun, mais aussi ceux des marchandises. Nous sommes en concertation avec le gouvernement et avec les différents ministres concernés pour attaquer, c'est-à-dire le problème de la route, le problème de renouvellement du parc et même le problème des assurances, parce qu'on a compris que les assurances n'arrivent pas à rembourser. Généralement, ils fatiguent les transporteurs. Donc on va s'attaquer sur tous ces éléments-là. Censé se tenir depuis plusieurs mois, ce congrès électif de l'Union nationale des transporteurs routiers de Guinée se tient finalement sous le signe de la paix et de l'unité retrouvée entre l'ensemble des membres de ces structures. Le bureau élu est composé de 51 membres, dont 3 femmes. Il s'engage à défendre les intérêts de l'ensemble des transporteurs, notamment à travers la formation et la sensibilisation de leurs membres. Nous sommes censés de défendre les transporteurs. Nous sommes censés de défendre les travailleurs au sein des transports et tout ce qui est lié au transport et que nous sommes censés de défendre ça devant l'État et devant d'autres personnes. Le représentant du gouvernement à ce congrès électif a insisté sur la nécessité pour les transporteurs routiers guinéens de rester soudés et d'accompagner le nouveau bureau pour l'accomplissement de ses nombreux projets. Le président de la République vous félicite et il sait compter pour votre patriotisme pour, en fin de compte, cultiver la paix, non seulement au niveau du secteur des transports, qu'il n'y ait plus de troubles dans le transport, qu'il n'y ait plus de manipulation dans le transport, qu'il n'y ait plus aucun incident dans le secteur du transport. Nous comptons sur vous. Dans ces perspectives, cette structure de défense des intérêts des transporteurs routiers compte réaliser une gare routière dans la préfecture de Dabola
en hommage au défunt président Elhadji Souleymane Cissé. Arrêté jeudi au marché de Wanindara dans la commune de Ratoma, des présumés malfrats ont été présentés à la presse ce vendredi au PM3 de Matam. C'est une opération qui s'inscrit dans le cadre de la vaste campagne de lutte contre la criminalité et le grand banditisme à Conakry. Rosaline Gotomonemu, Ibrahim Sori Sengsouma. Ils sont au total 20 jeunes qui ont été arrêtés dans le marché de Wanindara aux environs de 18h ce jeudi. Un lieu que certains auraient transformé en habitation où ils pratiquent des actes illicites. Quand vous partez actuellement au niveau du marché de Wanindara, ça a tout l'air d'un marché normal, mais il suffit juste de rentrer à l'intérieur pour se rendre compte qu'il y a des boutiques qui ont été transformées en maisons d'habitation et des individus y habitent où ils pratiquent. Ils font de la détention de drogue, ils vendent de la drogue, ils en consomment également. En plus, ils se livrent à la prostitution. Ces présumés malfrats auraient été arrêtés avec, entre autres, des uniformes militaires, des motos, des paires de ciseaux, des lance-pierres et de la drogue. Cette opération a été mise en œuvre par la Coordination nationale des escadrons de gendarmerie mobile. Nous avons pu saisir pas mal d'éléments, à savoir 22 paires de ciseaux, 3 marteaux, 8 couteaux, 3 tournevis, 3 lance-pierres avec des billes, 3 plaquettes de diazépam 10 mg, 5 pistolets en caoutchouc, 2 pantalons militaires dont un en treillis et un autre en camouflage, une paire de rangers militaires, 232 boules de chanvre indien, une autre quantité importante de résine de chanvre indien, des papiers d'emballage de chanvre indien appelé Rizla, de la poudre blanche ressemblant à de la cocaïne et 5 motos. Ces jeunes sont accusés de vente et de consommation de la drogue et la prostitution. Ils rejettent en bloc toutes les accusations portées contre eux. J'étais parti, c'est mon école. On avait une révision là-bas. J'étais parti, j'avais mon cahier avec mon bic. Je revenais à la maison, je ne savais pas qu'est-ce qu'il y avait. J'étais en train de descendre au moto-taxi. Un homme civil, il m'a appelé comme ça. Il m'a dit, mon frère, viens. Il m'a pris comme ça. Tu as vu le chemise? Il a dit, où tu veux aller? J'ai dit, ah, je quitte au travail, je rentre chez moi. Ces présumés malfrats ont été conduits à la justice. Les mineurs au tribunal pour mineurs de Dixine et les adultes au TPI de Kaloum. Et c'est cet élément qui met fin à ce journal réalisé par toute l'équipe de la rédaction d'Espace TV. Merci à Mamadou Sadio Baldé qui m'a aidé à vous le présenter, à toute l'équipe technique du jour et à vous, téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. Bonsoir.